Bonjour à vous, une petite vidéo à la GoPro, c'est pas mon habitude, d'habitude c'est plutôt les plans fixes. Voilà, la caméra avec une perche de son, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment et j'ai pas mal d'infos à transmettre, que ce soit sur l'actualité de manière globale et puis sur la mienne et ce que j'ai envie de transmettre. Donc je prends le parti de vous amener dehors. Moi, ça me donne l'occasion de sortir un peu la tête de l'écran pour échanger un petit peu avec vous. La première chose que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'il y a quelques semaines, je vous avais fait part de la préparation de mon documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes, un film sur lequel j'ai bossé les 4-5 derniers mois avec 7 intervenants, Dr Éric Loridan, Dr Grégory Pamard, Louis Fouché, Carole Fouché, Judith Rémy, Aurélie Collin et Caroline Blondel témoignent pendant 1h30 avec de la danse, de la musique, sur leur vécu et leur perspective et leur enthousiasme de soignants et tout ce qu'ils ont traversé de manière difficile. Voilà, donc le film est en participation libre et consciente. Vous avez le lien dans la description. Donc je compte sur vous pour le regarder, surtout pour le partager très largement dans vos réseaux. Et beaucoup de projections sont faites, elles sont faites pour qu'il y ait débat, échange, partage, témoignage. Et qu'on se retrouve, qu'on se mette en lien. Ce sont des projections qui peuvent avoir lieu au cinéma parce que nous avons un numéro de visa. Et également qui peuvent être de manière un peu plus sauvage dans des collectifs, des associations ou près de chez vous. Donc si vous souhaitez participer à aider à faire projeter le film, il y a une adresse pour ça, c'est doc@exuvie.fr, doc@exuvie.fr, mais pareil, je vous mets les infos en description et c'est hyper important que le documentaire tourne parce que je l'ai conçu comme un outil de restauration, de partage, de témoignage, d'échange, de mise en lien et aussi évidemment d'archives. Donc voilà, si vous pouvez aller le regarder, me donner vos impressions, c'est vraiment important puisqu'on est dans une période charnière et cette vidéo évoque évidemment le sort des soignants de l'hôpital et des soignants suspendus parce qu'il ne vous aura pas échappé dans l'actualité, même si on essaye de comprimer le sort des soignants suspendus, et bien qu'il y a quand même une mise à mort programmée de l'hôpital public. Ce qui ressort dans les médias classiques, eh bien, sont divers faits plutôt que des faits divers, mais quand on les met les uns au bout des autres, quand on essaye de les mettre en perspective, on voit bien qu'il y a une cohérence dans tout ça. Je vais déjà prendre l'exemple de Bordeaux, l'hôpital public de Bordeaux, qui n'est pas une ville du Moyen-Âge, c'est plutôt vu comme une ville bourgeoise où il fait bon vivre. Eh bien à Bordeaux, ce sont des bénévoles qui accueillent les patients aux urgences, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas formés aux soins, des gens qui ne sont pas diplômés, des gens qui n'ont pas l'expérience des soignants suspendus, mais qui ont l'immense avantage d'avoir un pass et d'avoir un protocole sanitaire à jour. Et donc, eh bien, c'est la première folie, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on a de la chance de vivre dans un pays équilibré, avec un taux de croissance incroyable. Mais à l'hôpital public, dans une grande ville, une des 10 plus grandes villes de France, on doit être accueilli aux urgences par des bénévoles et pas par des gens formés. Donc ça, déjà ça isolément, c'est incroyable. Je mets ça en perspective, il y a quelques semaines, on ne pouvait plus accoucher dans la Nièvre, il n'y avait plus de maternité ouverte dans le département de la Nièvre, donc il fallait aller dans le département voisin, puisque là il y a une programmation des fermetures, des maternités. Il y a plusieurs centres hospitaliers, de personnel hospitalier administratif et soignant qui tirent la sonnette d'alarme et qui affirment qu'il y aura des morts à l'hôpital cet été. Ça a fait l'objet de différents articles, témoignages, de lettres ouvertes, de sonnettes d'alarme encore tirées. Je précise encore pour ceux qui auraient oublié qu'il y a 2 ans, les soignants manifestaient dans la rue et qu'on les accueillait à coups de gaz lacrymogène ou de matraque. Et il y a d'ailleurs un historique de ça au tout début de mon documentaire pour qu'on se remémore bien. Et donc en fait on ne va pas mourir cet été à l'hôpital public parce qu'on y meurt déjà. Et tout ce que je vous dis là c'est sourcé, ce sont des sources mainstream que vous aurez dans la description. Il y a eu un témoignage d'une femme qui s'appelle Claudine sur RMC qui expliquait que son mari souffrant est allé aux urgences, qu'il est resté 11 heures dans la salle d'attente. Et qu'il a été retrouvé mort. Elle dit, ce sont ses termes, et il est mort allongé comme un chien par terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence, de ce que ça peut être.
Et on accompagne un de nos proches qui est souffrant, qui ne va pas bien, 11 heures, une demi-journée pleine à attendre, sans prise en charge, et donc à mourir devant nous, sans soin. Encore une fois, c'est le facteur cumulatif. Hein. Et on nous dit qu'il y a une pénurie de soignants. Alors pour faire face à cette pénurie de soignants, on nous dit qu'il y a une grande campagne de recrutement pour former 30 000 soignants. Moi j'ai vu cette publicité au cinéma puisque je suis autorisé à retourner dans une salle obscure. Et donc au cinéma j'ai vu l'État recrute et forme 30 000 soignants. Entre parenthèses, pour l'école d'infirmières, avant il y avait un concours, il n'y en a plus. Donc les infirmières que je connais ou les personnes qui enseignent à l'école d'infirmière tirent la sonnette d'alarme en disant il y a des personnes qui n'ont rien à faire là. Il n'y a même pas de concours à l'entrée. Enfin bref, petite parenthèse, mais qui mérite d'être précisée. Autre parenthèse aussi, ce sont beaucoup des cours en visio. Mais ça, c'était bien avant qu'on ait l'habitude des confinements. C'était déjà pour économiser sur les frais d'enseignement, comme si le métier de soignant reposait uniquement sur le savoir qu'on pouvait injecter dans la tête, même si l'injection est à la mode, ça paraît peu adapté. Et donc, il y a une pénurie de soignants. Je dis 30 000, on recrute 30 000 personnes. Je dis, bah, c'est chouette, sauf que 30 000, c'est au bas mot les effectifs des gens qui ont été suspendus, des missionnaires, ou qui sont en arrêt d'activité, ou qui ont choisi de faire une mise en disponibilité. On estime qu'il y a entre 15 et 50, 60 000 personnes qui ne sont plus disponibles pour soigner depuis le 12 juillet. Et donc ça, c'est encore une autre folie. Et on nous dit donc qu'il y a une pénurie de soignants, et d'un autre côté, le chef de l'État nous dit mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des soignants qui aient été suspendus. Ça n'a rien à voir. Donc au manque du soignant, on en a suspendu des dizaines de milliers, mais le manque de soignants n'a rien à voir avec le fait. Et il dit que ça serait moralement pas éthique de les réintégrer. Je ne sais pas trop où est l'éthique dans tous les faits que j'ai énoncés, mais en tout cas, ça veut dire que la santé publique n'intéresse pas. Si on commence à trier les gens avec des QR codes dans des institutions publiques d'accueil, si on dit toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer, parce que c'est toujours le cas, et si on dit bah, là il y a des gens qui sont disponibles à soigner, qui sont testés positifs, parce que je précise qu'un testé négatif injecté peut aller travailler, mais qu'un non injecté testé négatif ne peut pas aller travailler lui. Donc on n'est pas là pour le bien public, on n'est pas là pour le soin, on n'est pas là pour aider l'autre. Et donc on se retrouve avec ceux qui restent, qui sont à bout, parce qu'ils étaient déjà à bout, donc encore plus, là c'est même plus du burn-out, là c'est de l'essorage dans les grandes longueurs, donc il y a de plus en plus de soignants qui sont en train de démissionner ou qui sont en train de cracher, qui sont en arrêt maladie. Et on en arrive aussi à observer, ben là je bascule, sur le sort des soignants suspendus. Il se trouve que si j'ai décidé de faire commencer ce documentaire en mois de janvier, c'est que j'étais évidemment conscient du sort qui leur était réservé, parce que j'en avais certains autour de moi et qui sont présents dans le film et que j'étais très touché par leur sort, par leur valeur, leur engagement moral, mais également leur souffrance et leur colère, qu'ils ont transmuté par la force de leur volonté. C'est ça que je veux montrer, c'est le dépassement de la sidération, de la colère, de l'injustice et du sentiment de vengeance. Et j'espère que vous le sentirez. Mais il y en a encore qui restent en violence. Et donc je vous mets en description une personne, un soignant suspendu qui est à plusieurs dizaines de jours de grève de la faim. Il est passé sur Sud Radio, il en était à 27 jours de grève de la faim dans son interview. Mais j'ai également de nombreux témoignages de gens qui m'écrivent, parce que dès l'instant qu'on donne la parole, qu'on libère la parole pour certains, ça fait une bouche d'aspiration, et je le constate depuis plusieurs années évidemment, à travers ce que je fais. Mais là c'est encore plus fort, et donc la dépression, la solitude, l'isolement, la sidération, et des témoignages indirects où on m'évoque des cas de suicide, de parents seuls, qui gardent leurs enfants, qui sont suspendus, et qui ne peuvent plus faire face, et qui se suicident. Nous avons des soignants qui se suicident en France. Mais j'ai également un témoignage, je vais vous raconter. Là, j'ai fait une projection à Besançon le 23 mai. Et donc une personne vient me voir à l'entrée du cinéma. Elle me dit, il y a une soignante qui ne peut pas payer sa place et qui aimerait venir. Je dis, on va s'arranger, c'est évidemment pas ça le souci. Et la personne me raconte l'histoire de l'ami avec qui elle est venue. Elle dit, elle a fait les 2 premières injections. Et à la deuxième, elle a eu des effets secondaires, donc elle n'a pas voulu faire la 3e. Et elle n'a pas voulu mentir non plus. Donc elle a été suspendue. Donc elle n'a plus de salaire, je précise, elle n'a plus de salaire, il n'y a pas d'aide. Un criminel, un meurtrier, un pédophile a plus
de droit qu'un soignant suspendu en France. Ah, petit criquet. Et donc cette personne n'a plus de revenus, plus aucune forme de revenu, elle est isolée socialement, donc elle ne peut plus payer son loyer. Donc l'huissier débarque, saisit les meubles, donc elle n'a plus de meubles. Elle a plus ensuite de logement parce qu'elle ne peut plus payer son loyer, donc on lui coupe son loyer. Donc elle m'a dit qu'elle dormait dans le bureau de son responsable sur sa chaise. Je ne sais pas si elle a gardé la clé ou si c'était en bonne entente, j'en sais rien, elle ne m'a pas précisé. Et elle est SDF maintenant. Elle est à la rue. C'est-à-dire, moi j'étais dans l'euphorie de partager mon documentaire après des mois de travail. C'était chez moi, à Besançon, avec des dizaines de personnes que je connaissais. Voilà, c'était la fête. Et le réel est venu me rattraper d'une manière violente et m'a rappelé aussi pourquoi je faisais ce documentaire. Et c'est la violence. La violence qu'on a infligée à ces personnes-là, mais en fait qu'on inflige à tout le monde. Puisque évidemment, celui qui se fait suspendre, c'est celui qui se pose des questions. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais au moins il se pose des questions, il peut se tromper. Il est peut-être en excès de prudence, j'en sais rien. En tout cas, il se pose des questions et il a suffisamment foi dans ses valeurs pour accepter d'être rejeté socialement, professionnellement, et de souffrir du manque d'argent. Et donc je trouve ça respectable, que la personne ait tort ou raison, peu importe. Donc c'est évidemment à mettre en perspective avec la corruption médiatique et des médecins de plateau, qui touchent des sommes faramineuses, officiellement déclarées sur Transparence Santé, pour pouvoir faire les VRP de luxe. Donc il y a des soignants, oui, qui vont mal, qui sont à la rue. En allant sur la route projeter le documentaire, je suis en lien avec beaucoup de soignants, le collectif de soignants. Il y a des cagnottes. Hier, j'étais à Dijon. Il y a des fermes qui donnent des œufs toutes les semaines aux soignants suspendus. Il y a des habits qui sont donnés. Il y a des soignants suspendus qui sont au Resto du Cœur. La réalité, c'est ça. Et ce sont des gens qui sont encore dans la douleur, dans la violence, dans la sidération. Et je vois des soignants en projection qui viennent vers moi comme des ados mal dans leur peau, incapables de s'exprimer, parce qu'ils sont encore en état de choc depuis 9 mois. Ils ne sont plus en lien, alors que ce sont des gens qui sont faits pour être en lien, pour soigner auprès de l'autre. Alors face à ça, on a plusieurs postures possibles, parce que c'est quelque chose de systémique, de programmé. Évidemment, c'est pas anecdotique, c'est pas la crise Covid qui vient mettre ça, qui vient créer ça. Ça vient l'accélérer, parce que depuis on va dire, les recommandations à l'acte, la facturation à l'acte, depuis 15-20 ans, il y a une dégradation accélérée du système de santé. Il n'y a aucun soignant qui vous dira le contraire, fût-il encore en poste et validant cette politique sanitaire actuelle, parce que tous étaient au courant. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans et demi, des conseils d'administration de soignants entiers démissionnaient dans toute la France, et ça faisait la une des journaux. Et aujourd'hui, on nous dit que faut travailler plus, il faut être plus efficient. Alors comment vous allez vous faire soigner? Parce que là, c'est pas un problème qui concerne tout le monde, qu'on soit injecté, pas injecté, qu'on soit pour défendre la cause des soignants suspendus ou non suspendus. Quand nous ou nos proches devront avoir une prise en charge, quand on n'aura plus être pris en charge aux urgences comme c'est le cas, quand on va mettre 6, 9, 12, 15 mois, comme c'est parfois le cas pour un ophtalmologue, parce que c'est une profession plus rare au niveau de sa spécialité, quand on ne pourra plus avoir de rendez-vous, on va avoir des maladies qui vont être larvées, qui vont se développer. On l'a vu, le retard de prise en charge, en n'ouvrant plus les portes des hôpitaux aux gens qui avaient été malades. Il n'y avait que les gens qui avaient des troubles respiratoires plus ou moins forts qui pouvaient être pris pendant un temps. On a eu une explosion des cancers. Alors le message, il est le même que celui que je fais passer depuis 10 ans sur cette chaîne YouTube. Le maintien de la santé, qui est l'état naturel d'un individu, et la prévention. Et donc pour tout cela, plus que jamais, je ferai des vidéos, des contenus, de la mise en lien. Il y a bien sûr l'émission Parlons Santé où on parle de santé intégrative, où toutes les 2 semaines, il y a des praticiens de santé qui viennent exposer leur vision de la santé, des solutions intégratives plurielles, ostéopathes, chirurgiens, oncologues, endocrinologues, kinésithérapeutes, naturopathes, médecins chinois, etc. etc.
pour avoir une vraie vision de la santé plurielle, collégiale et tournée vers l'humain et avec en son centre l'individu qui doit lui aussi faire le boulot, se responsabiliser, s'informer, se documenter, déjà sur le système de santé, se documenter aussi sur comment il peut gérer son hygiène de vie et ensuite par différentes spécialités y aller. Alors on va me dire, bah oui mais ça c'est un autre système de santé parce que là on est remboursé dans le confort. Oui mais on est remboursé mais ça marche pas. Donc il faut réfléchir aussi à un modèle économique qui va soutenir tout cela. Désolé pour la moto. Qui va soutenir tout cela. Et donc il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent partout en France à des modèles économiques viables, équitables et on va dire démocratiques. Alors j'essaye aussi à ma mesure d'inspirer ça avec le film qui est en participation libre et consciente et je détaille, vous verrez le film, qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que c'est qu'être conscient et j'ai des bonnes surprises, j'ai des mauvaises surprises. En gros il y a une personne sur 80 à peu près qui laisse quelque chose, j'observe, je ne juge pas, je regarde, je dis tiens voilà j'explique ce que c'est qu'un documentaire, je sais ce que ça coûte de le faire, ce que ça demande comme suivi de le faire. Là si vous écrivez à doc@exuvie.fr pour programmer une projection, avoir des infos, c'est une personne qui est au bout de ce mail qu'il faut rétribuer. Lorsque je veux une projection, il faut que je paye mes frais d'essence, mes frais d'autoroute, voire mon hébergement, ma nourriture, tout cela, et c'est du temps où je ne travaille pas pour ma maison d'édition. Bref, devenir conscient de tout ce qu'est un modèle à repenser, à refaire, à reconstruire. C'est pas évident, ça va demander du temps. Ce modèle économique au niveau de la santé va aussi demander du temps, mais il faut se mettre en mouvement et en action dynamique. Je dirais c'est marche ou crève. Soit on se met dans cette direction-là, soit on va en subir les conséquences lourdes, parce que si on reste dans le système, on va se faire écraser, broyer par quelque chose qui est uniquement technocratique, algorithmique, machine, la machine à data, et faire des actes et pas avoir des résultats humains derrière, ou alors on va vers quelque chose qui est plus humaniste, au sens noble et propre du terme, et où on va devoir donner le change. On ne peut pas attendre de sauveur, on ne peut pas attendre d'une blouse blanche qu'elle fasse tout le boulot, ça sera équitable, 50-50, on devra s'investir dans notre santé. Il est désinvesti par les pouvoirs publics, il n'est pas dénoncé comme il le devrait par les médias de masse, donc c'est à nous de nous informer, de réfléchir, de prendre conscience, de créer des solutions individuelles et collectives. Et ce documentaire participe à ça, à ouvrir de l'espoir. Il y a le docteur Louis Fouché dans une grande tirade au milieu du documentaire qui expose cette problématique-là, pivot dans le documentaire et qui ouvre vers des solutions radieuses, puisque tout ce que je fais c'est de manifester le réel, j'essaie d'être le plus objectif possible, et puis derrière de montrer des solutions possibles et accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, il y a, je sais pas combien, 400 vidéos gratuites sur cette chaîne, sur l'alimentation, sur le jeûne, sur l'activité physique, sur le repos, voilà, sur l'hygiène de vie. Je continuerai à en faire plus que jamais. Il y a aussi ma maison d'édition qui propose ce genre de contenu, et j'espère qu'une porte d'entrée possible pour vous, c'est ce documentaire, et je vous invite vraiment à le partager beaucoup, parce que je pense qu'il est audible par tout à chacun. J'espère que vous serez touchés, je vous invite à le visionner, encore une fois le lien en description. Et puis je suis impatient de voir vos retours et de vous voir aussi en projection, parce que je serai pas mal partout en France pour pouvoir le soutenir et échanger avec vous. Merci et bon visionnage à venir.